Amis téléspectateurs, nous sommes très heureux de pouvoir vous présenter cette émission. Une émission qui, d'emblée, je le dis tout de suite, est une coproduction entre Molière TV et RLTV, Radio Lissanga Télévision. Nous avons le plaisir de recevoir un confrère sur ce plateau et un invité. Je m'en vais saluer tout de suite Anissé Yombo Ranyama, qui est déjà très connu, grand présentateur d'émissions à grande audience sur RLTV. Nous avons un invité, un grand invité que vous connaissez tous de par son envergure politique, Valentin Moubaké, qui est le président du comité national de l'UDPS, quelqu'un qu'on ne présente plus. Nous allons vous présenter cette émission qui a un titre qui dit long sur les réalités congolaises, parce que justement, notre émission s'intitule Réalité congolaise. Et c'est un titre qui n'est réservé qu'à nos coproductions. Anissé, comment ça va? Ça va très bien. Monsieur Valentin Moubaké, à l'aise? Oui, voilà. Pas de problème. Alors, il y a quelque temps, nous avons vécu un événement dans notre pays. Nous avions vu l'UDPS rester silencieuse pendant la transition, quelques prises de position tout de même, mais à un moment donné, vous vous êtes tu. Et puis, vous avez fait ce que vous avez appelé la rentrée politique de l'UDPS. Une émission que nous avons diffusée longuement. Et au cours de cette rentrée politique, M. Valentin Moubaké, vous avez fait un discours tonitruant, où vous avez parlé de quelque chose qui est devenu pratiquement un refrain pour les Congolais et les Congolais qui sont de votre bord, le pillage. Vous avez dénoncé ce que vous avez appelé le pillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Nous allons, Anissé et moi, essayer d'en savoir davantage. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? On parle tellement de ce pillage. Bate Kimboka, Bate Kimboka. Il faudrait tout de même que les Congolais en parlent. Il ne faudrait pas qu'on se taise. Que se passe-t-il? Est-ce que vous êtes en train de mener le Congolais en bateau? Est-ce que vous êtes en train de mentir? Est-ce que vous êtes en train d'inventer qui a pillé le Congo? Et que se passe-t-il? Je vais laisser à Anissé le soin de poser la première question. Certainement, on voudrait savoir ce que c'est que le pillage, Anissé. Oui, merci, monsieur Mpoutoumi Douaï, président Valentin Moubaké. Et lorsque vous parlez du pillage, qu'est-ce que les Congolais peuvent comprendre tout de suite? Et pillage, qu'est-ce qu'on a pillé exactement? Oui, effectivement, nous avions établi une relation de cause à effet dans notre conférence de presse du jeudi saint dernier. Relation de cause à effet, c'est-à-dire directe entre le pouvoir en place et le pillage des ressources naturelles du Congo. Le pillage, si nous pouvons le définir, nous allons emprunter la définition qui est mentionnée dans le rapport du Sénat belge. En 2003, le Sénat belge a dressé un rapport sur, justement, le pillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Et le Sénat belge, dans ce rapport de 2003, écrivait, je cite, « Le pillage, c'est une exploitation des ressources naturelles qui ne profite pas ou pas assez aux Congolais et à l'État congolais. » Et c'est cela qui se passe dans ce pays. Et le pillage, vous savez, il a commencé depuis des lustres pour ce pays. Ce pays ne dispose pas d'infrastructures de base pour pouvoir bénéficier des services. La RDC n'a pas une industrie performante qui partirait de la production à la transformation. Ainsi donc de tout le temps, depuis Léopold II, en passant par Mobutu, Kabila père, Kabila fils, et jusqu'à présent, le Congo ne vit que de ses ressources naturelles. Et quand on parle de ressources naturelles, il y a principalement le domaine minier, le domaine forestier, l'eau et l'énergie. L'énergie, c'est pratiquement les hydrocarbures et l'énergie hydroélectrique. Voilà les secteurs qui intéressent les Congolais dans ce cadre de pillage. Et ce pillage-là se fait au Congo de la manière que nous allons vous décrire, nos UDPS. Voilà la définition de pillage. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au Congo? Parce que vous m'avez dit, mais est-ce que nous menons les Congolais en bateau? Est-ce que c'est de la réalité ou quoi? Rappelez-vous le rapport du panel des experts des Nations Unies qui avait mentionné le fait que pendant les guerres, la guerre de rébellion, les trois principaux belligérants, à savoir Kinshasa, Goma et Badolité,
utiliser les ressources naturelles du Congo pour financer la guerre et donc pour tuer les Congolais. On avait le coltan de Walikale, le pyrochlore de Louéché, l'or de Kamituga, le cobalt, le cuivre, le diamant du Kassai et du Katanga, le bois de l'Équateur. Tous ces produits naturels ont été utilisés pour financer la guerre par les belligérants. Des noms ont été cités, des entreprises étrangères ont été citées, et ce rapport a été rendu public. Mais il s'est passé quelque chose de, je dirais, de très grave pendant que nous étions à Sand City au dialogue intercongolais en pleine discussion, et ça c'est en juillet 2002, Kinshasa, l'administration de Kinshasa, à travers son ACLPT, rend public ce document qu'on appelle Code minier, c'est en juillet 2002. Voici le document. Vous pourrez le placer quelque part, la caméra pourra filmer, mais parlez-en, continuons. Ce document a été rendu public pendant que nous étions, je vous rappelle, c'est en juillet 2002, pendant que nous étions en plein dialogue intercongolais. Un mois après ce document-là, un deuxième a été rendu public, toujours par la CLPT, par le chef de l'État bien sûr, à travers la CLPT qui a fait le travail, c'est le Parlement qui légiférait pour l'administration de Kinshasa, le Code forestier, août 2002. Et pendant que nous étions là-bas, nous nous sommes bien rendus compte qu'il se passait quelque chose de très grave dans le pays. C'est la raison pour laquelle au dialogue intercongolais, nous avons pris une résolution qui demandait au Parlement de transition, parce que nous savions que nous allions rentrer tous, on allait constituer un Parlement, que ce Parlement de transition mette en place une commission d'enquête pour juger de la validité des actes juridiques et même administratifs pris par les différentes administrations pendant la guerre, les différentes administrations des belligérants. Et c'est la fameuse commission Lutundula. Cette commission-là a fait son travail pour juger notamment ces deux actes législatifs que je viens de vous montrer, initiés par la CLPT ici, mais il n'y a pas qu'ici. Goma avait aussi ses actes, Badolite avait ses actes, mais ce rapport Lutundula, moi j'ai lu, je détiens la première version, qui est un bon rapport. Paraît-il qu'il a été édulcoré par la suite, mais le 1+4 pendant la transition a refusé que ce rapport soit auditionné. Et pour cause. Tout le 1+4 s'est mis d'accord pour interdire la diffusion de ce rapport-là. Est-ce que c'est la première version? Est-ce que même la deuxième version édulcorée poserait problème? Nous n'en savons rien. Mais pourquoi nous nous insurgeons contre ce document, le Code minier et le Code forestier, pour ne parler que de ces deux domaines? Et ce qui nous incite à parler du pillage dans ce secteur-là de ce pays. En fait, le Code minier part d'un principe tout à fait louable. Il dit que l'État est propriétaire de son sol et de son sous-sol, mais l'État fait appel à l'initiative privée pour mettre en valeur ses ressources du sol et du sous-sol. C'est bon. On dirait d'ailleurs, c'est la fameuse disposition de la loi Bakajika, le sol et sous-sol appartiennent à l'État congolais. Mais la confusion entretenue délibérément dans ce code minier est la suivante. Vous achetez un carré minier, par exemple une surface de cette parcelle de Molière, tout ce qui se trouve dans le sous-sol vous appartient. Est-ce que c'est dit comme cela dans le code? C'est exactement comme ça dans le code. J'ai l'article, c'est l'article 8. L'article 8 du code minier, je vais vous le lire. Et malheureusement, cet article-là, c'est le point de débat du rôle de l'État et de ses organismes. Et l'article est long, mais je préfère... Vous disiez même l'alinéa qui est le plus important. L'État peut se livrer à travers des organismes spécialisés. Non, le rôle de l'État est de promouvoir et de réguler le développement du secteur minier par l'initiative privée. Mais l'État peut se livrer à travers des organismes spécialisés créés à cet effet, à des activités d'investigation du sol et du sol, dans le seul but d'améliorer la connaissance géologique du territoire national ou à des fins scientifiques qui ne requièrent pas l'obtention des droits miniers ou d'un droit de carrière.
L'État peut également s'associer à des privés, et je résume, en association avec des tiers, se livrer à une activité régie par le présent code. Dans ce cas, les personnes morales publiques et les organismes spécialisés de l'État à vocation minière sont soumis aux dispositions du présent code au même titre que les personnes privées. L'État se contente de la prospection pour améliorer ses connaissances. Et si l'État osait, en association, exploiter les mines, il est placé sous le même pied d'égalité que les autres, parce que celui qui a acheté son périmètre minier, il est propriétaire du sous-sol. C'est extrêmement grave. Et c'est là que les gens ont dit, on a vendu le Congo, Bate Kimboka. Parce que vous ne pouvez pas être propriétaire et en même temps reconnaître la propriété à quelqu'un d'autre que vous. Et cela, la durée de ces contrats d'association ici est de 30 ans. Alors, sans faux clients, est-ce que vous pouvez citer des cas précis, par exemple? Eh bien, je vais vous citer des cas précis, mais avant de citer les cas précis, je vous dis ce qui est grave. Je relève d'abord cette affaire-là de la propriété exclusive de l'État qui devient une propriété des tiers pour des contrats de 30 ans. Ça veut dire, vous allez aujourd'hui en Angola, vous dites aux Angolais à Soyo, en face de Mwanda, le pétrole que Elf ou Shell ou Chevron extrait du sous-sol angolais, vous allez en Angola donc, le pétrole que Shell ou Elf extrait du sous-sol angolais appartient à Elf, appartient à Shell, appartient à Chevron. Ce n'est plus le pétrole angolais. Mais comment l'Angola aura-t-il 30 milliards de dollars de budget annuel? Voilà ce qui se passe au Congo. Le cobalt qui sort du sol, le cuivre qui sort, le zinc, le manganèse, tout cela n'appartient plus aux Congolais. Cela devient la propriété de ces sociétés qui ont acheté des carrés miniers et l'État se contente des taxes. La deuxième gravité de ce code minier... C'est cela qui se passe sur le terrain. C'est exactement cela qui se passe sur le terrain. La deuxième anomalie, et le mot n'est pas juste, n'est pas si fort, qui se passe là-dedans, ils ont mis même une disposition, l'article 276 de ce même code minier. Ils se sont bien rendus compte qu'une affaire comme celle-ci n'irait pas loin. Aucun Congolais ne peut accepter cela. Mais ils ont mis un article sur de la garantie de la stabilité. Voilà comment ils appellent ça. En fait, ça veut dire quoi? Le jour où un parlement congolais, parce que c'est la CLPT qui a initié cette loi, et soit dit en passant, la CLPT n'a pas qualité pour engager le Congo. Ce n'était qu'une administration belligérante. Donc, le jour où un parlement congolais cherchera à modifier cette loi, eh bien, tous les droits acquis demeurent acquis pendant 10 ans, à dater du jour de l'adoption de cette modification. Ça veut dire que nous avons pieds et poings liés si jamais nous osions modifier pendant 10 ans. Mais de quel droit? Alors, des cas, comme vous m'avez posé la question, quels sont les exemples que nous avons? Je vais vous montrer le premier exemple. Je vous parle de 2 contrats léonins, mais je répète, tous ces contrats léonins ne sont que le résultat du code minier. Et pour l'UDPS, pour tous les Congolais, épris de dignité et d'honnêteté, de transparence et de bonne gouvernance, cette affaire doit être purement et simplement abrogée. Et je me demande comment, bien sûr le 1+4 en a fait son affaire, je me demande comment aujourd'hui on peut se poser la question de savoir, mais où est-ce qu'on aura le budget? Nous n'avons pas l'argent, tout en laissant courir un vol organisé par le code minier. Cette affaire doit être abrogée immédiatement, et nous nous adressons d'ailleurs à ceux qui parlent de l'opposition institutionnelle, de l'opposition républicaine. Voilà le moment de démontrer aux Congolais que vous aimez le Congo, parce que le 1+4, je répète que le 1+4 tout entier a refusé l'audition du rapport Lutundula et pour cause. Voici maintenant les exemples. Attendez, M. Moubaké, c'est tellement grave ce que vous dites. Quand vous préconisez l'abolition, qu'on puisse abroger l'abrogation du code minier, c'est une loi. Comment on va faire? On abroge, on n'a plus de loi, vide juridique. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, ce n'est pas une loi. Oui, il y a un amendement. Non, le code minier. Oui, le code minier, je répète, a été promulgué par Kinshasa à l'époque. Nous sommes en juillet 2002 sous l'instigation de la CLPT.
Les Congolais Je peux ne l'avoir, sont pas, je peux le les Congolais ne sont pas redevables à la CLPT. Donc, juridiquement parlant, rien ne lie les Congolais dans cette affaire-là. Attends, Deuxièmement, c'est facile à dire. non, il faut... Je lis ici, journal officiel de la République, cabinet du président de la République, loi numéro 007 du 11 juillet 2002 portant code minier. Oui. C'est ça que vous proposez qu'on puisse abroger. Il faut abroger purement et simplement cette affaire-là. Parce que la misère du Congo et même les guerres du Congo proviennent de là. Si ailleurs on parle du diamant du sang en Sierra Leone, au Congo nous avons et le diamant du sang, et le cobalt du sang, et le cuivre du sang, et le zinc du sang, le magnésium, le cadmium. Vous imaginez? C'est tout le monde maintenant qui vient financer la guerre au Congo. En fait, c'est le crime organisé. Et je vous dis, c'est une information que je donne, l'UDPS s'organise avec des juristes congolais et non congolais pour porter plainte. C'est le crime organisé, au même titre que la drogue, le trafic d'armes, le blanchiment d'argent. Ça, c'est le crime organisé. On ne peut pas organiser le pillage d'un pays à ce point. Je vous donne donc les deux exemples. Dans les exemples, oui. Nous avons deux exemples. Une convention de joint venture. J'espère que la caméra est en train de prendre. La caméra, pas de problème. Allez-y, continuez à parler. Joint venture, deux joint ventures. Gécamine, d'une part, et Kinross Forest. C'est le premier joint venture. Le deuxième contrat de joint venture, Gécamine et Global Enterprises Corporate Limited. Tous ces contrats-là, tous les deux contrats-là, quelle est leur étendue? L'étendue de ce contrat est tellement grave parce que ces deux contrats concernent, pour ceux qui veulent avoir des données, comme vous dites, concernent pour ce qui est du cuivre de la Gécamine, des réserves de la Gécamine. Nous avons la célèbre mine de Kamoto. Nous avons la mine de Dikoulwe, Machamba Est, Machamba Ouest, la mine de Kove, les gisements de Tilwezembe, les gisements de Kananga, ne pas confondre avec de Kananga. Tous ces gisements-là, notre patrimoine minier national, pour lequel la Gécamine, notre entreprise, détenait jusque-là des titres miniers, en notre nom, à nous tous. Tous ces titres-là, donc les réserves de la Gécamine, pour ce que je viens de vous citer, représentent pour le cuivre 80% des réserves du cuivre de la Gécamine. Combien d'argent? Et pour, attendez, et pour le cobalt, 84% des réserves de la Gécamine en cobalt. Et si vous vous rappelez que nous sommes le premier producteur mondial du cobalt, donc vous voyez, un individu ou des individus, un groupe d'amis, devient premier producteur mondial du cobalt en lieu et place du Congo. Comment pouvez-vous imaginer ça? Et vous dites, est-ce qu'on a évalué? Aucune étude d'évaluation n'a été faite. C'est du gré à gré entre copains. Et voilà comment on aliène un pays et on se dit on manque d'argent. Et je vais vous montrer les signatures. Et d'ailleurs, j'allais vite en besogne pour vous dire, il n'y a pas que les mines. Vous prenez deux concentrateurs. Le concentrateur de Kamoto Dima et le concentrateur de Kolwezi. Et les deux ont une capacité de traitement de minerais bruts de 14 millions de tonnes par an. À l'époque de Mobutu, Mobutu exportait des lingots de cuivre, rappelez-vous. Mais aujourd'hui, on exporte la terre. Il faut vous imaginer. Mais les concentrateurs de Kamoto et de Dima, le concentrateur de Kolwezi, qui sont là, donnés comme ça, comme le gâteau sous la cerise. Ce n'est pas tout. Vous prenez l'usine métallurgique de Lwilu, qui avait atteint à l'époque de Mobutu un tonnage record historique de traitement de 190 000 tonnes de cuivre et 11 000 tonnes de cobalt cédées. Ce n'est pas tout. Dans les deux contrats que je viens de vous citer, ce n'est pas tout. Vous avez le module d'électro-raffinage qui a été financé par la Banque mondiale, terminé en 93, quasi neuf, qui n'a jamais été utilisé. Vous avez toutes les installations électriques. Tout ça cédé. Et voici les signataires de ces contrats. Cédé aux signataires de ce contrat. Mais bien sûr, dans le cas de ce jeune vendeur. Ça veut dire, la Gécamine dépouillée, devient une coquille vide. 80% des réserves en cuivre, 84% en cobalt.
Et vous savez, chaque fois qu'il y a le cuivre, il y a le cobalt, il y a des métaux associés. Le germanium, le zinc, l'or, l'uranium. Voilà. Voilà comment ce Congo est pillé. Voici donc le joint venture. Je crois que le titre est très lisible. Oui, il a déjà été filmé. Vous l'avez filmé? Oui, ça a déjà été pris. Je vous montre maintenant ceux qui ont signé. Enfin, vous montre que ça a été signé, parce que nous ne faisons pas du bluff. Les Congolais doivent savoir que le pays, effectivement, est saigné à blanc. Voilà les signatures. La caméra peut filmer, oui. Pour le compte de la Gécamine et pour le compte de Kinross Forest. Voilà. Voici les signatures qui sont là. Oui, gardez bien parce que ça doit être bien lu. Mais dès que la caméra les aura montrés, on peut, voilà, on voit les signatures. Et est-ce que vous pouvez et cette société, donnez-nous des noms, puisque vous avez le texte. Eh bien voilà, c'est un contrat signé le 7 avril 2004, en plein exercice du 1+4. C'est pour cela que 2004. C'est pour cela que nous disons que le problème du pillage du Congo concerne tous les barons du 1+4 qui ont cautionné ce pillage. Je vois ici pour la générale de carrière des mines, Nzenga Kongolo, administrateur délégué général, Tuite Kabamba, président directeur d'administration. Bien filmer ça, fiston. Pour Kinross Forest Limited, Malta David Forest, administrateur, Arthur Dito, président. Oui. Alors, je continue, je vous ai dit, il y a deux contrats. Reprenez les noms, c'est très important. C'est qui? Les noms. Qui ont signé? Ceux qui ont signé pour le compte de la Gécamine, oui, dépouillés de notre patrimoine, de son patrimoine. Pour la Gécamine, 2 personnes, l'administrateur délégué général Nzenga Kongolo, oui, et président du conseil d'administration Tuite Kabamba. Oui, les autres. Et pour le groupe, je ne peux même pas l'appeler entreprise parce que ça a été créé ici pour le besoin de la cause. Donc ça n'existait pas avant. La Gécamine existait. Cette affaire, c'est une fabrication pour s'emparer des richesses du Congo. Parce qu'avant cela, cette affaire n'a jamais existé. Cette affaire qu'on appelle Kinross Forest Limited. Vous avez M. Malta David Forest, administrateur, et M. Arthur Dito, président. D'accord. Un autre exemple. Deuxième contrat léonin qui dépouille la Gécamine de tous ses droits, qui rend la Gécamine une coquille vide. Voilà encore. On oblige la Gécamine, comme toujours dans un gré à gré, pour se dépouiller, se dessaisir de son patrimoine, ses actifs, au profit de Global Enterprises Corporated Limited. Et vous voyez, je vais maintenant vous donner là les noms des signataires, parce que les contrats, nous les avons. Hein, vous savez, ce Congo, c'est un don béni de Dieu. Hein, il y a beaucoup de gens dans ces milieux-là qui sont très malades avec ce genre de cabale et de crimes économiques. Voyez les noms des signataires. Les signatures, c'est toujours important. De ce joint venture. Et vous comprenez pourquoi le rapport Lutundula n'avait jamais été lu. Et Dieu seul sait s'il sera lu, même après avoir été édulcoré. Oui, allez-y, on va juste continuer à tenir, oui. Donc vous dites que là, il s'agit de quel contrat? Le deuxième, reprenez pour que les gens se disent bien. Le deuxième contrat, c'est toujours la Gécamine, gré à gré, obligée à se dépouiller de ces gisements miniers. L'entreprise, c'est Global Enterprises Corporated Limited, GEC. Okay. Et voici les noms des signataires. Voilà, pour la Gécamine, nous avons ici l'administrateur délégué général adjoint Assoumani Sekimonyo. Avant, c'était le titulaire. Hein, ici, c'est l'adjoint qui signe. Hein. Assoumani Sekimonyo, administrateur délégué général adjoint. Et avec son collègue, l'administrateur délégué général Nzenga Kongolo, encore lui, avec l'adjoint. Et pour le GEC, Dan Gertler. Okay. Alors, il faut souligner que dans ces joint ventures-là, ces 2 partenaires, entre guillemets, que nous appelons sans agressivité et sans gêne prédateurs. Parce que la Gécamine a rejeté, nous avons l'analyse de la Gécamine ici, qui a parlé du bradage, a rejeté.
dans une correspondance que nous avons ici. Rejetez ces deux joint Arrêtez ventures. cette correspondance-là parce qu'on doit en parler, parce qu'il y a une question qui s'impose. Et Attendez, M. Mbouaké. C'est très bien, je sais que c'est très, très entraînant. Mais là, vous parlez d'une entreprise congolaise, n'est-ce pas, dont la richesse a été, comme vous le dites, bradée. oui. La façon dont vous en parlez, c'est comme si des étrangers étaient venus et voulaient voler notre richesse. Des Congolais étaient là et leur ont cédé cela. Mais si la GECAMIN, qui gère ces richesses, si l'État congolais, qui était représenté par le 1+4, a cédé cela, comme vous le décrivez, c'est qu'il y avait une raison. Mais je vous ai C'est dit... qu'il y avait une raison. Est-ce que l'État congolais ne peut pas, à un moment donné, dire « Je ne suis pas capable de gérer mon bien, je le donne à des étrangers qui peuvent le gérer, j'en tire des bénéfices pour peut-être d'autres projets ». Est-ce que, d'une manière générale, est-ce que ce n'est pas le droit d'un État? Vous posez là deux problèmes. Comment en est-on arrivé là-bas? Oui. Le prétexte, rappelez-vous la conférence de presse de l'ancien conseiller spécial du chef de l'État, je le cite, M. Samba Kaputo, à l'Intercontinental, peu avant les élections, je crois entre les deux tours. Une question lui a été posée sur les contrats léonaires. Il disait non, nous devions financer la guerre, nous n'avions pas d'autres ressources. Nous sommes en 2004, en pleine transition. La guerre est terminée. Voilà, l'arnaque. Et quand nous, à l'UDPS, nous disons qu'il y a une relation directe de cause à effet entre le pouvoir en place et le bradage des ressources naturelles du Congo, les gens croient que c'est de la blague. C'est ça. Nous vous donnons le pouvoir, nous gérons votre pays, nous pillons votre pays. L'État congolais devient un comptoir d'achat-vente. Voilà la preuve. Voyez cette lettre, la générale Carrière de Mine, le 22 octobre 2001, parce que du temps de Mouzé, rappelez-vous que quand Mouzé était au niveau de Lubumbashi, une multinationale minière lui avait même avancé 50 millions de dollars, rappelez-vous, pendant qu'il était encore rebelle. Mais ce n'est plus un secret pour personne. Mais que ces affaires continuent pendant la transition et jusqu'à présent on soit incapable de mettre fin à cette affaire, ça veut dire c'est ça le mode de gestion. Et c'est pour cela que tout le monde parle de corruption généralisée. Vous ne pouvez pas être un pays normal. Vous ne pouvez pas être un dirigeant normal et ne pas ouvrir les yeux sur les ressources naturelles du Congo. Parce qu'il n'y a pas d'autre forme d'enrichissement au Congo, de fonctionnement de l'appareil de l'État, sans regarder du côté des ressources naturelles. Oui, Président Mbouaké, ça veut dire que là, vous parlez comme acteur politique, et je ne sais pas si pour vous, la meilleure procédure, c'est celle, disons, de dénoncer comme ça à la télévision, où vous avez d'abord commencé par amorcer la première procédure, celle, par exemple, d'adresser une requête, si pas aux membres des institutions, où l'opposition, en fait, doit s'organiser, même s'il y a d'une part celle qui est institutionnelle, d'autre part celle qui est non institutionnelle. Est-ce que vous avez commencé d'abord par écrire, adresser une requête par exemple, afin qu'une réponse vous soit réservée, ou là, vous préférez dénoncer comme ça la télévision? C'est ça la meilleure procédure pour vous? Parce que la matière est sensible. Vous voyez ce qui me fait rire. Je vais, moi, UDPS, adresser une requête à un pouvoir en place, lui dire il ne faut pas piller, il ne faut pas voler, c'est mauvais. Mais quand un responsable ne sait pas cela, c'est comme si on arrêtait quelqu'un, un responsable qui a volé, il va au tribunal en disant non, je ne savais pas que c'était mauvais. Non. Ces gens le font en connaissance de cause. Mais pensez-vous avec quoi les gens louaient des jets pendant la campagne électorale? Avec quoi les gens distribuent l'argent? C'est votre patrimoine, vous et moi. C'est ça notre richesse. Vous parliez, je vous ai parlé d'une lettre. Une lettre, la GECAMIN. GECAMIN qui date du 22 octobre 2001. Voilà la lettre. Oui, on l'a filmé. Allez, voilà la lettre. Le contenu déjà de la lettre, il s'agit de quoi? Alors, je vous dis, à son Excellence, M. Simon Touawakubawangamo, ministre des Mines et Hydrocarbures, on lui adresse la lettre. Voici ce que la GECAMIN écrit. Déjà à l'époque, les tractations sur ces deux contrats. Déjà à l'époque,
quand on leur a proposé. La GECAMIN écrit ceci. Pour le cas particulier présent, ce serait la première fois que les gisements comportant des installations qui leur sont propres soient cédés de cette façon. La GECAMIN considère cette cession comme assimilable à une privatisation de biens, pour laquelle elle n'a reçu aucune instruction ou mandat l'autorisant à entériner de telles propositions. La loi sur la privatisation des unités de production de l'État n'est même pas encore d'actualité au niveau du Parlement de notre pays. Et je peux vous lire encore une requête à qui que ce soit. Le pillage est patent. Et ce qui est grave, c'est quoi? Quand vous prenez les statistiques de production, voilà, nous avons ici les statistiques des exportations des produits miniers de janvier à décembre 2006. Voilà, nous avons ici les statistiques de production. Vous avez des milliers de tonnes qui sont produites l'année dernière. Nous avons, alors, l'OFID à Katanga parle de 300 000 tonnes de cuivre, 182 000 tonnes de cobalt, pendant que l'OCC Katanga, c'était 300 000 tonnes de cuivre ici. L'OCC Katanga parle de 280 000 tonnes de cuivre au lieu de 120 000, au lieu de 182 000 tonnes de cobalt. Vous avez ici 98 000 tonnes. Allez-y comprendre quelque chose. Vous prenez la division des mines Katanga pour le même exercice et pour les mêmes opérateurs économiques dont nous avons les tonnages d'exportation. 300 000 tonnes, 280 000 cuivres, 225 000 cuivres, 81 000 cobalt. Mais comment on peut gérer un pays comme ça? Qu'est-ce que vous voulez démontrer par cette différence de chiffres? Mais vous savez que même les petites taxes que l'État perçoit, la taxe sur la redevance minière, qui oscille entre 4% et 8%, qu'est-ce que je dis? 4 cents et 8 cents à l'hectare. La première année, la deuxième année, la troisième année, la quatrième année, et puis les autres années. Même ces petites taxes-là, voilà ce qui se fait parce que ces taxes-là sont payables au prorata du, pas seulement du volume, mais de la valeur marchande du produit qui sort du sous-sol. Et c'est moi l'opérateur économique, je m'appelle, je prends au hasard, Enville Mining, ou je suis chez MAF, ou je suis, je ne sais pas moi, ils sont pleins là. Quel que soit le nom, ces gens-là, ils prennent le minerai brut. Celui qui dit, voilà, mon preneur à Dubaï ou à Shanghai ou en Australie, il me dit que ce tonnage a la valeur, je donne un exemple, 10 millions de dollars. C'est lui qui vous dit ce que ça coûte, sur base des documents lui envoyés par son preneur. Et l'État commence à le facturer, les petits montants là dont je vous parle, et même ça parce que, regardez les tonnages. Les tonnages ne sont même pas les mêmes. Donc, on sous-évalue ici, on soustrait là-bas. C'est inimaginable une situation pareille. C'est sur base de cela aussi, tel que j'y suis, parce que nous parlons de matière, de minerais bruts. C'est sur cette base-là qu'une société canadienne, parce que n'oubliez pas, mes chers frères, et je m'adresse à vous en disant, mes chers frères, parce que ça dépasse tout entendement. Toutes ces multinationales, et particulièrement des compagnies de certains pays, de ces pays-là, occidentaux et asiatiques, travaillent, je répète, travaillent en parfaite harmonie avec leurs gouvernements respectifs. Et c'est comme ça que, quand nous disons, nous, UDPS, qu'il s'est passé au Congo une arnaque internationale, les choses deviennent claires. Une société canadienne, Frontière, qui s'appelle Frontière, la même société s'appelle Comisa, installée à Lonchi, ceux qui connaissent la corne, la petite histoire là, de Lonchi, là, et qui envoie en Zambie jour et nuit. Jour et nuit, cette Comisa envoie des brutes pour qu'on raffine en face à la même société canadienne qui s'appelle là-bas Bwanamukubwa Mining. Donc, une société canadienne s'est installée en Zambie
où elle est en train de raffiner nos produits, où nous n'avons aucun délégué, nous n'avons aucune connaissance de ce qui se fait. Notre brut, nous ne savons pas quel minerai ils tirent là-dedans, qu'est-ce qu'ils en font. Bouanamoukouba Mining et le ministre actuel des mines, qui était à Lubumbashi il y a, je crois, 3 semaines ou un mois, vient de signer un arrêté quand le gouverneur du Katanga avait bloqué les véhicules qui passaient avec du brut. Eh bien, le ministre des mines vient de signer un arrêté autorisant à cette société-là, Comisa, qui transporte par la Zambie, Lonchi, qui autorise donc l'exportation de 1 200 000 tonnes de brut. Je ne dis pas 120 kilos ou 120 tonnes. 1 200 000 tonnes de brut. Vous pouvez vous imaginer ça. Pendant que la Gécamine a une capacité de traitement de 300 000 tonnes par an. On préfère tuer la Gécamine et commencer à dire nous n'avons pas l'argent. C'est sous le même registre qu'il y a la société Anvil Mining, une Australienne, qui exporte aussi du brut à partir de Dikulushi, Lac Moero, Tanzanie, Australie. Jour et nuit. Et l'État se tait. Et cette société-là, Anvil Mining, pour la petite histoire, parce qu'elle est cotée en bourse, on a remarqué qu'elle commençait à vendre de l'argent. L'argent comme métal. D'où vient cet argent? Ah non, c'est ce que je prends du Congo. La Gécamine a fait du bruit, parce que nous avons des bons techniciens, la Gécamine. La Gécamine a fait du bruit, ce n'est pas possible. Ce monsieur exporte du brut, soi-disant cobalt, soi-disant cuivre. Mais il y a plein de produits associés là-dedans, voilà la preuve. Et ce monsieur-là, il dit, non, j'ai gagné à peu près 196 tonnes d'argent, j'ai soutiré là-dedans 196 tonnes du métal argent pour une valeur, j'ai encaissé 36 millions de dollars. Suivez maintenant ce que le Congo a gagné, ce que cette entreprise a rétrocédé à Congo pour cette quantité-là de 196 tonnes du métal argent pour lequel il a gagné 36 millions de dollars. C'est lui-même qui déclare. Taxe rémunératoire au FIDA, 1% de la valeur déclarée. C'est pas vrai. Mais je vous dis, 310 000 dollars. Quote-part revenant à CEC, c'est le centre d'expertise et tout, hein, à titre posthume, parce qu'il a déjà vendu, là. On ne sait pas pourquoi ils interviennent après, parce qu'ils expertisent quoi. Eh bien, c'est les 55% de votre 1%. Ça fait 170 000 tonnes. Vous mettez les deux, vous êtes, disons, 170 000 dollars. Vous êtes dans les 500 000 dollars. Même pas 1 million pour quelqu'un qui a gagné 36 millions. Et c'est lui qui déclare, c'est peut-être 100 millions. Et ça, c'est actuellement. C'est actuel. Alors, qu'est-ce que l'UDPS propose maintenant, au-delà du fait que le code doit être supprimé? Est-ce qu'on s'arrête là où il y a d'autres alternatives? Avant d'en arriver, parce que c'est grave, il y a un autre cas. Vraiment, je vais répondre à la question. Une autre société, le même monsieur-là que nous avons vu dans King Rose Forest, il achète la montagne là de déchets. Les stériles, les terrils, les mampala. Pour ceux qui connaissent, que les Belges ne voulaient même pas toucher. Parce que réserve stratégique. Amis téléspectateurs, pour que les gens comprennent, hein, oui. Le Mampala, je ne sais pas sur quelle caméra je suis sur celle-là, il y en a tellement devant moi. Le Mampala, vous voyez à Lubumbashi, si vous vous rappelez, à l'époque du président Mobutu, il y avait des billets de banque qui montraient la Gécamine, avec ce qu'on appelait le Mumbunda, pour parler comme les Katangais. Une cheminée. Oui, la cheminée, mais on appelait ça le Mumbunda. Et puis il y avait à côté, les Mampala, c'était tous ces déchets-là, de produits de la Gécamine, qui c'était impressionnant. Et bon, vous pouvez en parler, c'est juste pour que les gens sachent de quoi il s'agit. Voilà. Donc il a acheté ça. Il a pris. Il a pris. Parce qu'acheter, ça veut dire j'apporte des capitaux frais. Ce monsieur-là, que vous avez vu dans les deux contrats léonins, les deux soi-disant partenaires, que nous qualifions de prédateurs, vous savez leurs adresses, c'est où? Dans les îles Vierges britanniques. Paradis fiscal. Ça veut dire vous ne pouvez même pas
Tant bien même que le code minier dit, ah non, les 60% du produit de la vente, c'est à vous, vous rapatriez 40%. Vous ne pouvez pas aller dans les îles Vierges britanniques contrôler les comptes de ces gens-là. Donc c'est du bluff. Code minier. Et ils sont logés là-bas, donc ça veut dire ceci. Donc on ne peut même pas mettre la main Vous ne pouvez pas. Et quand ils amènent l'argent, parce que ce sont des commissionnaires, ils n'ont pas d'argent frais. Ils amènent de l'argent, sont des commissionnaires pour créer la richesse sur votre dos. Et en cas de pépin, ils foutent le camp, ils vous laissent des dettes à payer, vous, Gécamine, vous êtes liquidé, le type s'en va. Il est aux Seychelles, en île Maurice, aux îles Vierges, et ce monsieur achète Mampala, il crée une société d'achat. Lui-même crée une société de traitement. À côté, là, il y a une usine qu'il a pris, il débaptise l'usine. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il traite là-bas. Et comme il y a plein de sous-produits, la technologie qu'il y a là-bas n'est pas au point, il envoie les minéraux, il va signer un accord avec une société finlandaise, mais en fait, finlandaise, mais en fait, c'est une société américaine. OMG. Et là-bas, il commence à soutirer du germanium. Encore une fois, la Gécamine fait du bruit. Il impose un contrat. Accord sur le germanium. Voilà le contrat. Contrat qui a été signé il n'y a pas longtemps. Il impose à l'État congolais. Il impose à l'État congolais le contrat que voici. Il a signé, voilà. Filmez-moi ça. On peut toujours, Fiston, c'est toujours important que... Prenez un côté parce qu'il y a le français et l'anglais. Que M. Moubak est venu nous présenter n'importe quoi sur le plateau, il faut bien qu'on voie les signatures, si c'est vrai. Ceux qui sont du domaine sauront bien de quelle signature il s'agit et qui sont à la base de tous ces contrats-là. Voilà, il faudrait que Baudric... Non, attendez, Baudric nous prenne ça, que ce soit très visible. Voilà, maintenant c'est visible, oui, voilà. C'est là des signatures, ok, c'est fixé. Ok. Alors dites-nous, lisez-nous les noms. Alors, la générale de carrière des mines, parce que ça c'est le Mampala là. Oui. C'est le patrimoine de vous et moi, à travers notre société, la Gécamine. C'est notre richesse. Eh bien, pour la Gécamine, c'est Zenga Gongolo, toujours lui, General Manager ici maintenant, et Assoumani Sekimonyo, Deputy General Manager, donc président, délégué général et son adjoint. Et pour l'autre société là, OMG, dont je vous ai parlé, qui est en Finlande, c'est Joran Sopo, Managing Director. Eh bien, ce germanium, vous savez, le germanium, c'est un ferroalliage, un métal stratégique. C'est un peu comme le pyrochlore, le dombium que le RCD exploitait à l'ouest de son côté là. Qu'on enduit dans les... C'est un métal de la haute technologie. On ne trouve pas ce métal n'importe où. Eh bien, ce monsieur-là, il impose au Congo ce contrat que je viens de vous montrer, dans lequel il dit, pour le germanium là, le produit de la vente, l'État congolais aura 7,5% et lui 92,5%. Il faut pouvoir vous imaginer ça. Ici dedans, mais attendez, l'État congolais, 7,5%. Déjà, rien qu'avec le chiffre que vous citez, c'est déjà... C'est incroyable, ça. Oui, donc 7% et plus de 80%. Mais Midi, vous n'avez pas amené les terrils là-bas. C'est mon terril à moi. Vous m'amenez votre Peugeot, votre Mercedes. Moi, j'ai à discuter du prix des biens manufacturés que vous me vendez. Maintenant que Dieu m'a donné une richesse naturelle, que vous extrayez de mon sol, je suis prêt à vous payer pour les services que vous me rendez. Mais ça ne vous appartient pas. À la limite, nous mettons des actions en jeu, on évalue la valeur de mon apport. Je vous demande d'évaluer votre apport, si apport il y a, et nous répartissons les parts. Mais des choses comme ça s'appelle pillage. Nous avons compris, M. Moubak. Alors, vous avez commencé par définir l'abrogation. vous nous avez montré ces contrats. Je sais qu'il y en a beaucoup. Tout ce livre, j'ai choisi les plus significatifs. Voilà, il n'y a que des contrats. Et chaque fois qu'ils signent, ils doivent savoir que dès le lendemain, nous avons la copie. D'accord, ok. Vous êtes très organisé, c'est vrai. Mais alors, maintenant, il y a des points d'interrogation. Je suis sûr que ceux qui suivent cette émission vont se poser énormément de questions. Vous avez donné un exemple concernant le gouverneur du Katanga, qui avait, nous le savons tous, interdit à un moment donné le départ de ce brut vers la Zambie. Et vous dites que le ministre actuel vient d'autoriser, n'est-ce pas, le départ de plus de 1 million
Pour une société comme ça. Pour une société, très bien. Du brut vers la Zambie. Qui doit aller vers la Zambie. Alors, là, c'est nous Congolais. Le gouverneur est congolais, le ministre est congolais. Vous avez commencé par dénoncer le 1+4. Mais nous ne sommes plus à la période du 1+4. Maintenant que ces choses se passent actuellement, vous les dénoncez. Quelles sont les solutions que l'UDPS apporte? Quelles sont les propositions de l'UDPS? C'est bon. Parce que nous allons vers la fin de l'émission, nous avons moins de 10 minutes. Mais si on peut déjà aller vers ce que rapidement, parce qu'il y a l'actualité aujourd'hui aussi, j'ai quelque chose sur l'AMIBA, c'est pareil? Oui, l'AMIBA, on va parler de la GECAMIN. Je vais parler de... Vous dites, nous ne sommes plus au 1+4. Je répète ce que l'UDPS a toujours dit, et que les Congolais ouvrent les oreilles. Ce qui se passe actuellement au Congo est le résultat d'un accord. Nous voulons vos richesses. Nous allons vous autoriser à contrôler l'espace politique. Et nous, on pille. Mais c'est ça. Et nous le disons, mais les preuves sont là. Est-ce que vous n'exagérez pas un peu? Mais attendez, comment voulez-vous... Attendez, M. Moubake. Oui. C'est pour que les gens comprennent bien. Vous faites des affirmations, c'est vrai. Quand vous dites c'est un accord, on a du mal à imaginer que quelque part, nous avons tout de même des responsables politiques qui sont issus d'élections, que vous aimiez ces élections ou pas, mais disons qu'ils sont issus d'élections, ils dirigent le pays. On a du mal à imaginer que quelque part, que ce soit Chirac, que ce soit Bush, parce que vous parlez de l'Occident, etc., leur disent, eh bien, permettez-nous de piller et vous organisez l'espace politique pour qu'on ne dérange pas dans les pillages. Il ne peut pas exister un tel accord, il ne peut pas avoir été signé. Vous savez, je continue. Ouais. Vous avez aussi dit ceci, que ce pillage est organisé à travers ces individus et ces sociétés apparentes par les gouvernements dont les propriétés de sociétés ressortent. On a du mal à imaginer qu'un gouvernement français, gouvernement belge, gouvernement canadien soit impliqué dans un piège. C'est impossible, M. Moubake. Ce n'est pas impossible, c'est ce que nous ne comprenons jamais. C'est ce que nous ne comprenons jamais pour ce pays. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a que d'intérêt en relations internationales. Ces gouvernements font leur travail. Parce que les mines qui sortent de chez nous, brutes, pendant que nous pouvons les raffiner, la capacité installée est là. Je raisonne par l'absurde. Qu'est-ce qui peut pousser un responsable congolais à refuser l'argent pour ce pays? Pour son pays? Dites-moi quelle est la contrepartie. Il refuse l'argent. Ah, mais alors qu'est-ce qu'on lui donne en échange? Qu'il me réponde. Qu'est-ce qu'il a eu en échange? C'est ça. Et quand ces minerais bruts partent à l'étranger, ce sont les usines de ces pays-là qui fonctionnent. C'est de l'emploi qui est créé pour ce pays. C'est la richesse. Je viens de vous montrer comment nous avons des miettes et quelques-uns parmi nous se remplissent les poches avec leurs amis. Voilà. Donc, je voudrais dire... Dites-moi sur l'AMIBA, parce que nous en avons 5 minutes. Je suggère, nous avons dit ceci, nous, UDPS. L'État, il est reconnu partout au monde que c'est le secteur privé qui crée la richesse. Ce n'est pas l'État. Mais le secteur privé réel, pas les prédateurs ou les commissionnaires, les gens qui font main basse sur les richesses du pays et se disent investisseurs. Il n'y en a pas. Il y en a très peu. En tout cas, dans les documents que j'ai, il y en a très peu. Tous les contrats qui se déroulent dans le secteur minier et forestier, on n'en a pas parlé, sont léonins. Donc, que le privé vienne, ce privé doit venir, mais au préalable, l'État congolais doit disposer d'un cadre légal. Nous n'avons pas une loi sur la privatisation. Pour que la GECAMIN se dessaisisse de titres miniers au profit des tiers, ça s'appelle privatisation. Et il faut une loi qui définisse la procédure du début à la fin pour une acquisition. Ce qui n'est pas le cas. Donc ce qui se fait, c'est du bradage. Et pour le cas d'espèce, pillage. Voilà notre proposition. Et donc, d'ores et déjà, il faut abroger cette affaire du code minier. Il faut abroger cette affaire. Surtout que juridiquement, ça n'engage pas les Congolais. C'est la CLPT. Donc il faut abroger, on va dire, vous l'avez dit, vide juridique. Non. Nous étions sous le régime de la loi minière à l'époque. Nous pouvons, je ne dis pas que c'est le bon régime, mais celui-ci, il n'y a pas pire que ça. Il faut que dans l'entretemps, on abroge cette affaire et que l'État congolais produise un régime transitoire rapidement parce qu'on est en train de saigner le pays à blanc. Mais le Premier ministre se dit, je n'ai pas l'argent. Mais je me demande s'il n'a pas tout ça. Mais voilà l'argent.
Vous cherchez l'argent, voilà l'argent. Nous avons 2 milliards de dollars. L'Angola, pour 23 millions d'Angolais, 30 milliards de dollars. Le Congo-Brazza ici, pour 3 millions de gens, 4 milliards de dollars. Nous devons être honteux. Mais est-ce pas paradoxal parce qu'en même temps vous dénoncez, vous proposez ce que vous proposez là, et vous dites que c'est prémédité. Qu'est-ce qui vont... Oui, mais moi je dis ce qui doit être fait. Ceux qui se disent opposition réelle, voilà l'occasion. Ceux qui ont dit même qu'ils ont rejoint l'opposition, voilà l'occasion. On ne peut pas dire aimer le Congo et dormir une seule nuit tranquille avec ces choses. C'est impossible de concilier les deux. Et quand quelqu'un demandait, on dit qu'on a vendu le pays, quel pays? Le Congo. À quel prix a-t-il dit? Il doit nous dire quel est le prix de ça. Mais parce que nous ne savons pas comment peut-on faire ça en échange de quoi? C'est la question. Mais messieurs, la guerre on l'a financée. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui justifie ça? Rien du tout. Regardez l'AMIBA. L'AMIBA, c'est une société mixte. Sibeka de droit belge et l'État congolais. L'État congolais, 80%. Le partenaire belge, 20%. L'AMIBA se permet de négocier un prêt de 15 millions de dollars avec une société Emaxon. Cette société-là va prêter à l'AMIBA 15 millions de dollars. À l'époque, une société qui fait un chiffre d'affaires, MIBA, entre 5 et 7 millions de dollars par mois, va aller solliciter un prêt pendant qu'il y a des banques à un privé. Dit, vous produisez entre 5 millions, j'exagère vraiment le plus bas, et 7 millions de dollars chaque mois. Chaque mois. Vous êtes une société qui a 90 ans d'existence, qui est connue sur la place publique, à Anvers, à Londres, un peu partout. Vous avez un problème de trésorerie, soit-il, soi-disant. Au lieu de vous adresser à une banque 15 millions seulement de dollars, parce que vous produisez chaque mois 5 millions de dollars, 7 millions même, vous adressez à un privé et voici le thème de l'accord. 88% de ma production, c'est à vous. Pendant 4 ans. La production de l'AMIBA. De l'AMIBA. Mais voilà le contrat. Filmez-moi cette affaire. Ça, c'est le contrat de prêt et de vente, MIBA. Filmez-moi cette affaire. C'est inimaginable. Oui, ce sera filmé. Bon, maintenant, à part ce contrat-là de la MIBA, attendez, nous allons, vous pouvez le garder, il sera. Oui, parce qu'ils sont en train de filmer. La caméra peut prendre. Vous avez attendez qu'ils prennent d'abord le titre pour que les gens se voient. Voilà, c'est fait. Maintenant, et les signataires. Oui, aux signatures, on en a besoin. Voilà. Attendez, c'est un contrat du 13 août 2003. 13 août 2003. En pleine transition. Et voilà les signataires. Les signataires, oui, les signatures sont vues à la télévision. Maintenant, disez-nous les noms. Les noms, Société minière de Bakwanga, entre parenthèses MIBA SRL. L'administrateur directeur général Michel Aubert. Président administrateur délégué Gustave Loabeya Chitala. Et pour Emaxon, celui qui a reçu le monopole pendant 4 ans, 88%, c'est monsieur, la société Emaxon, représenté par 2 messieurs, un certain Chaim Leibovitz, authorized représentatif, et monsieur Yakov Niman, authorized représentatif. Mais ce n'est pas fini. Le ministre à l'époque du portefeuille, en 2003, il refuse cette affaire. Le ministre des Mines de l'époque refuse cette affaire. Et je vais vous lire les termes, parce qu'après cette affaire, il signe un avenant à ça. Qui? L'AMIBA. L'AMIBA, oui. Après la lettre du ministre. Il y a un avenant à ce contrat. Il y a un avenant qui confirme. Oui, et qui... Non seulement les 88% sont accordés à Maxon, les 12% qui restaient sont accordés à un autre, à Diam. Et voilà, les mêmes signes, voilà ici, la signature. Oui, on peut prendre, c'est important parce que ça risque d'être contesté pour dire que ce n'était pas signé. Bon. Voilà l'avenant. Oui, lisez-nous parce qu'on n'a plus que quelques minutes. Hein. Voilà, c'est signé pour le conseil d'administration Michel Aubert et Gustave Loabeya-Chitala. Alors, le ministre... Il dit non. Il apprend qu'il y a un conseil d'administration tenu de l'Assemblée générale extraordinaire de l'AMIBA. Il écrit ceci. Il y a lieu
Je vais vous montrer. Il y a lieu de noter que le premier prêt de 15 millions US accordé par la firme Emaxon en avril 2003, en contrepartie duquel les 88% de la production ont été gagés sur 4 ans, ne représente que 19% du chiffre d'affaires annuel de la société, soit à peine 1,6 mois de production. Il continue. Par ailleurs, le deuxième prêt de l'ordre de 5 millions de dollars, obtenu en date du 14 octobre 2004, auprès de la firme Adiam, je viens de vous en parler, porte sur les 12% restants de la production et ne représente quant à lui que 5% du chiffre d'affaires annuel, soit à peine 14 jours de production de la MIBA. 14 jours. 14 jours. L'opportunité de ce nouveau prêt n'a pas été démontrée. Vous n'avez dit, Célestin, ministre du portefeuille. Rejeté. Alors, ça vous arrêtez s'il vous plaît. Et ces prêts courent jusqu'en juillet 2007. Oui, jusqu'ici, juillet 2000. Voilà les problèmes de la MIBA. S'il vous plaît, quelle est la source de tout ça? Parce que très souvent, on pense qu'on tire sur Internet et que c'est des documents qui ne sont pas fiables. Mais vous croyez que le ministre tire sur Internet? Vous voyez que ce document n'est pas d'Internet. J'allais même dire que c'est un document original. Je vous ai dit que chaque fois qu'on signe, le lendemain, on nous apporte. Parce qu'il y a des gens qui sont scandalisés par ce qui se passe. Bon, monsieur Valentin Moubaké, nous venons de faire 1 heure, nous sommes en train de faire 1 heure d'émission avec vous. Nous avons compris ce que vous êtes venu nous apporter comme message, le pillage de la République démocratique du Congo des ressources naturelles. Vous nous avez défini le pillage, vous nous avez montré les contrats, n'est-ce pas, que vous avez dénoncés, et vous nous avez fait des propositions. Il faudrait l'abrogation du code minier, il faudrait avoir une loi sans délai. Oui, c'est-à-dire, nous avons compris. Donc, et illico presto. D'accord, oui, tout immédiatement. Et nous avons entendu parler d'une loi sur la privatisation qui doit venir, vous avez fait des suggestions. Nous vous prions, parce que franchement, le temps nous imparti touche à sa fin, que vous puissiez en 1 minute tirer une conclusion et lancer une sonnette d'alarme pour que nous séparions. Je signale que nous pouvons faire d'autres émissions plus tard, même des débats, surtout en collaboration avec RL TV, avec d'autres personnes. Nous appellerons d'autres personnes qui peuvent vous contredire sur le plateau. Et voilà, donc si vous pouvez tirer une conclusion et lancer votre cri d'alarme pour qu'avec Anissé nous puissions nous séparer en beauté. Une conclusion toute simple. Notre pays est à la dérive. Cette situation ne peut plus continuer, ne doit plus continuer. Si Dieu a doté le Congo de ses ressources qualifiées de naturelles, Dieu n'a pas amené ses ressources en France, en Australie, en Belgique, ou que sais-je encore. Il a placé ses ressources au Congo, sachant pourquoi. Se dessaisir de ces ressources au profit d'autres pays est tout à fait irresponsable et je dirais même anti-divin. C'est se moquer de Dieu qui a donné ses ressources naturelles au Congo pour un dessein bien précis. Tous les Congolais, je ne parle même pas de chrétiens, tous les Congolais, en commençant par ceux qui se disent de l'opposition institutionnelle, doivent dès demain se poser la question, dire à tout le monde, arrêtez le vol organisé. C'est le crime organisé. Chaque fois que les Congolais meurent, il n'y a pas d'aspirine, il n'y a pas de route, il n'y a pas ceci, alors que l'argent est là. Comment peut-on détester son pays jusqu'à ce point? Jusqu'à ce point détester son pays. Pourquoi? Comment expliquer ça? Qu'on arrête cette affaire. Voilà, nous avons entendu le cri d'alarme de M. Valentin Moubaké, qui est le président du comité national de l'UDPS, qui a été notre invité au cours de cette émission Réalité congolaise. Réalité congolaise, une émission coproduite par RL TV et Molière TV. Ce n'est qu'une première. Nous aurons à pouvoir, avec Anissé, Yombo Ranyama, c'est un nom kilométrique. Anissé nous a dit que ce nom signifiait, dites-nous, ça signifie chasseur de bêtes. Le chasseur de bêtes. Donc vous êtes un véritable chasseur, n'est-ce pas, intérieur d'élite. Bon, nous allons nous retrouver au cours d'une autre émission qui sera peut-être animée sur le plateau de RL TV ou d'autres chaînes de télévision parce que nous allons essayer d'élargir
le cercle. Nous aurons aussi des débats au cours de cette émission Réalité congolaise. Nous sommes sûrs que vous allez pouvoir découvrir avec... Sans oublier que si droit de réponse il y a... S'il y a droit de réponse, il n'y a pas de problème. Ce sera toujours dans une émission, dans même l'émission Réalité congolaise. Et tout sera fait toujours dans cette formule de coproduction. Alors, nous avons suivi ce que M. Moubake est venu dire. Le Congo nous appartient, n'est-ce pas? Que ceux qui sont de son opinion, ou qui ne sont pas de son opinion, mais qui trouvent que ce qu'il a dit est vrai, puissent pouvoir apporter leur appui, mais que ceux aussi qui ont à compléter ou à contredire puissent aussi venir parce que nous avons besoin que notre pays puisse aller de l'avant. Anissé, merci. Monsieur Valentin, merci. Allez, nous allons nous retrouver certainement au cours de notre émission. Et voilà, je vous remercie infiniment, RLTV et Molière, pour cette opportunité que vous offrez à la population congolaise. Merci beaucoup. Allez, merci, amis téléspectateurs. Nous nous retrouvons prochainement.